Retour sur ce plateau avec nos invités. Et là, je vais me retourner vers le docteur Pamphile Assoumou. Vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien au centre hospitalo-universitaire de Libreville. Alors, lors de la première partie de cette enquête, nous avons rencontré une fille, une prostituée, qui nous a fait comprendre que par nuit, elle pouvait avoir 10 clients. Vous êtes médecin, une femme qui prend 10 hommes par nuit, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'organisme? Un impact sur l'organisme, je dirais médicalement non, non. Mais cela peut avoir un impact sur les risques. Il y a plutôt beaucoup plus de risques à ce que cette fille soit contaminée si la personne a une infection sexuellement transmissible. Peu importe le nombre qu'elle peut prendre Peu dans la importe le nuit. nombre, mais sur le plan de l'organisme, le vagin peut supporter cela, mais sauf que peut-être elle sera peut-être fatiguée, parce que c'est trop, elle sera fatiguée sur le plan physique, mais sur le plan, ce qui est important à souligner, c'est sur le plan de la santé. Parce qu'une fille qui va avec 10 hommes, je ne sais pas comment elle fait pour contrôler tout ça, parce que normalement, les rapports doivent être protégés. Et nous savons ce qui tourne autour de ce genre de rapport, parce que nous savons que les hommes n'aiment pas souvent utiliser les préservatifs quand nous essayons de lire la littérature. Et nous savons parfois que ces femmes sont font souvent l'objet des victimes, sont victimes de violences psychologiques. Donc, moi, le plus important, ce n'est pas tellement le nombre de rapports, le plus important, c'est le risque qu'elle prend, parce qu'effectivement, il peut y avoir des incidents. Si les préservatifs sont utilisés, il peut y avoir des ruptures, l'homme peut mal utiliser, peut mal placer, il peut y avoir rupture, et le risque de contamination au cas où il y a des infections sexuellement transmissibles. Et il peut même avoir, il y a certains qui peuvent refuser, parce qu'effectivement, les études, j'ai essayé de faire un tour dans la littérature, effectivement, il y en a qui sont victimes de violences psychologiques, parfois même physiques. Au niveau du fonctionnement normal de son appareil génital, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Elle fait des enfants tranquillement. Non, justement, les enfants, peut-être que nous allons l'aborder dans ce contexte, effectivement, dans ce contexte d'infection, parce que j'ai essayé de faire le tour de la littérature, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques. En Europe, au Gabon, il y a une étude qui a été faite en 2012 qui montre qu'il y a à peu près 40 à 50% de ces filles-là sont séropositifs. 40 à 50%. Et quand on a déjà le VIH, ça veut dire qu'on a déjà eu beaucoup d'autres infections sexuellement transmissibles. Et l'infection, vous savez qu'au Gabon, la première cause de stérilité au Gabon, elle est tubaire. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'obstruction tubaire, à l'obstruction des trompes au Gabon, c'est la première cause. Et la première cause de cette obstruction est le microbe qu'on appelle le chlamydia. Et cette infection, lorsque la femme-là, elle peut ne pas dans 60 à 80% des cas, ou bien dans 60 à 70, elle peut ne pas présenter des symptômes. Et cette infection qui, au cours des années, après un certain nombre d'années, peut causer des dégâts en obstruant les trompes des femmes. Le chlamydia n'est pas comme le gonocoque qui est bruyant. C'est-à-dire que dès qu'on l'a, on a des pertes. Quand on urine, ça brûle, on peut facilement s'en rendre compte. Même l'homme peut ne pas s'en rendre compte. Et à plus forte raison la femme. C'est ce qui fait que la plupart des femmes, si vous voyez au Gabon, il y a beaucoup de problèmes de stérilité. En dehors même de la prostitution. Parce qu'effectivement, les gens ne vont pas systématiquement à l'hôpital pour faire le bilan de santé. Il y a beaucoup de causes de stérilité. Donc, et à plus forte raison, dans ce cadre-là, effectivement, ces jeunes filles peuvent avoir des problèmes à long terme. Des problèmes de conception, des problèmes avec le VIH-Sida et même des problèmes de cancer du col. Vous savez que le cancer du col aujourd'hui est déjà classé comme l'une des infections sexuellement transmissibles. Peut-être que nous aurons le temps d'aborder cela. Donc, sur le plan de l'organisme, du corps, il n'y a pas trop de soucis. Peut-être qu'elle pourrait être fatiguée, elle pourrait avoir quelques lésions, et quelques lésions qui font en sorte que, bon, après, elle peut se reprendre, elle peut se reposer. Mais c'est surtout le risque d'infection, en sachant surtout que lorsque la femme présente quelques lésions au niveau du vagin, le risque de transmission d'infection est plus élevé. Voilà. Alors, Benjamin Niamamoussa, vous êtes catégorique. L'Église dit que c'est un péché, donc on ne contourne pas le phénomène, rien du tout. Dieu crée l'homme sous forme de vase, réceptacle, pour vivre en connexion avec lui.
Et évidemment, en l'homme, il y aura toutes ces énergies intellectuelles, morales, spirituelles, sexuelles. Et toutes ces énergies ne peuvent se manifester dans la droiture que tant que l'homme est connecté à Dieu. Mais si l'homme se déconnecte de Dieu, il y a inversion, il y a déstructuration, n'est-ce pas, de cet homme. Et le docteur est là, on peut aller à l'hôpital, je crois qu'il n'y a pas un endroit qui nous parle mieux de la déstructuration, n'est-ce pas, de l'homme. Parce que l'homme, quand il est créé, il est vraiment structuré. Et du coup, cet être humain est un être en 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et étant donné que l'être humain est influencé et influençable, donc cet homme qui est sous des influences, parce qu'il y a un royaume dédoublé, il y a le royaume de Dieu qui veut que nous ayons des valeurs divines, des valeurs éternelles. Il y a un autre royaume aussi qui contrefait le royaume de Dieu, qui impose aux hommes cet esclavage, la prostitution, par le moyen de la rébellion. Et du coup, quand les hommes se livrent, quand les hommes vont à l'encontre des lois divines, alors ces entités spirituelles, des démons, des êtres cosmiques, des démons, vont soit habiter l'âme ou l'esprit ou le corps de la personne. Parce que ces esprits sont aussi des entités en 2 dimensions. Donc, les démons, ils sont esprits, ils sont âmes, ils n'ont pas de corps. Mais comme l'homme est en 3 dimensions, l'esprit démoniaque peut habiter l'âme, peut habiter l'esprit. Et du coup, on aura des manifestations telles que la prostitution. Et du coup, à un moment donné, on peut se rendre compte que malgré le barracuda juridique, les hommes n'arrivent pas à maîtriser, n'est-ce pas, ce phénomène, parce que le mal, il n'est pas extérieur, mais il est intérieur. Donc, il n'y a que Dieu qui peut traiter le problème de la prostitution. Donc, même si on essaie de mettre des lois juridiques, on essaie de mettre des garde-fous, je vous dis, Monsieur Pascal, donc, des hommes dans leur maison ou des femmes dans leur maison peuvent très bien pratiquer cette prostitution sans que cela ne soit peut-être au vu de tous, comme c'est le cas, l'image que nous avons suivie. Donc, du coup, le mal étant fortement incrusté, il faut l'intervention du Créateur. Sans l'intervention du Créateur, nos tentatives sont vaines et nous ne pourrons pas remédier à cette situation. Et il y a un autre aspect, le fonctionnement de notre conscience. Pendant que je suivais ce documentaire, vous voyez, la conscience d'un être humain va réagir par rapport à trois phénomènes. Je vais prendre 3 aspects. Le premier aspect, c'est la culture dans laquelle nous évoluons. Le deuxième aspect va être l'éducation familiale. Le troisième aspect va être la religion. Donc la conscience d'un homme va réagir en fonction, n'est-ce pas, de la culture ou de l'éducation familiale ou de la religion. Et vous allez voir qu'il y a une complexité parce qu'une culture varie d'un point à un autre. Ce qui me paraît bon à Libreville n'est pas forcément ce qui paraît bon à celui qui est à Mbigou, je ne sais pas, ou dans un autre coin de la terre. Donc du coup, il y aura des différences. Et du coup, la question de la conscience va être très très fondamentale pour que cette conscience puisse réagir par rapport aux valeurs divines. Il faut que cette conscience connaisse d'abord qui est Dieu, connaisse qui est son Créateur. Et à ce moment, cette conscience peut réagir en fonction, n'est-ce pas, de son Créateur. C'est-à-dire qu'un repère. Or, si on n'a pas ce repère, on aura une conscience peut-être culturelle, une conscience religieuse, une conscience éducative, mais ça ne règle pas le problème. Le problème demeure entier. Docteur Midier, est-ce que le maître EWIP ajoutera peut-être un complément d'information? Est-ce que si aujourd'hui l'État décide de réglementer, est-ce que vous pensez que cet État peut être perçu comme un État proxénète? Ou alors, est-ce que la réglementation fait d'un État un État proxénète? Ça dépend de quel point de vue on se situe. Oui, on peut dans l'absolu le concevoir comme ça. Parce que ça veut dire qu'on accepte que c'est un mal, mais qu'on se dit c'est un mal nécessaire. Donc, quelque part, on encourage, mais on encadre. Mais je veux quand même rappeler que de toute manière, l'État n'a
enfin, j'ai la faiblesse de croire que l'État n'a pas tellement le choix. Parce que c'est plus aisé pour nous. Je voudrais dire, si vous permettez, que je partage tout à fait, et si ma pauvre mère m'entendait, je partage tout à fait tout le discours du pasteur et la posture effectivement du docteur en face. Mais on parle de celui qui décide en dernier des relations entre nous tous. C'est-à-dire ce n'est plus tellement nos opinions, c'est ce qu'on peut faire pour l'intérêt général et arriver à fonctionner tous avec nos convictions. Et dans cette démarche-là, moi je crois que nous-mêmes, mais l'État surtout, est obligé de regarder la femme, puisqu'on a fait le choix, un choix que je ne partage d'ailleurs pas, de féminiser la prostitution dans notre débat. Parce qu'on a bien vu, de mémoire de Gabonais, que les échanges de faveurs sexuelles contre rétribution, ce n'est plus, ni dans ce pays, ni dans aucun, le privilège des femmes. Si je peux me permettre cette coquetterie, qu'on y trouve désormais des hommes qui rendent ces services à des femmes qui peuvent payer, mais des hommes qui rendent des services tarifés à d'autres hommes. Bon, nous fermons la parenthèse puisque ce n'est pas le choix, je dirais, éditorial de l'émission, mais il faut concevoir que la femme puisse être aussi une victime. D'accord, elle est la prostituée, comme dans la Bible. On peut la jeter très loin, la lapider, je crois. Mais dans nos sociétés, on ne fonctionne plus comme ça. Certaines n'ont vraiment pas trouvé d'autres moyens de survivre. C'est celles qui vont là parce qu'elles n'ont pas de niveau. C'est la preuve de la faillite, comme je l'ai déjà indiqué, quelque part de l'État. Parce que lorsque toutes ces jeunes filles qui sont en âge d'être scolarisées font le choix d'aller dans la rue, pour celles qui vont dans la rue, c'est que quelque part, les parents ne peuvent pas assurer, elles-mêmes ne sont pas dans des situations. Alors, il y a beaucoup de cas de figure, mais le droit à l'éducation, à un moment donné, c'est tout ce qu'un enfant a à faire jusqu'à un certain âge. Ça suppose que les parents assurent et que derrière les parents, l'État assure. Mais si si l'enfant en vient, je parle d'un enfant, la prostitution des mineurs, qui est aussi un fléau, parce que là, on ne va pas dire « Ah, c'est la prostituée ». On a une autre responsabilité sociale là. Donc, quelque part, pour ces cas de figure, parlant de la prostitution des mineurs, il faut accepter qu'un enfant soit victime. Lorsqu'on éduque une jeune fille à prendre en charge sa famille, quand tu vas revenir, tu amènes un sachet noir. C'est des formes d'échange économico-sexuels contre de l'argent ou contre des biens pour pouvoir subvenir. Et je suis désolée de le dire, c'est pour ça que je parlais pas d'abord d'État proxénète, mais de parents proxénètes quelque part. Donc, le phénomène, il est très large, il est très... Donc, dans ce cas-là, la logique de la victime, elle est très évidente dans le cas d'un enfant. Mais il arrive aussi que dans le cas d'adultes, la femme peut être victime du proxénète. Ça, vraisemblablement, la chose est envisagée d'un point de vue des textes de loi. Mais elle est victime de tas d'autres dangers. Et je voulais verser à l'intervention du docteur les violences qui ne sont pas visibles. Lorsqu'une jeune fille commence très tôt à se prostituer, après un certain nombre d'années d'expérience, il y a les violences psychologiques, il y a la stigmatisation, parce que les hommes, c'est les mêmes. C'est le même ministre, c'est le même enseignant, c'est le même que vous allez retrouver à la fac. Et il y a le regard de l'autre sur vous. Je pense que ça n'a jamais, j'ignore si on peut l'apprécier, mais il y a la dépréciation que la personne se fait elle-même, c'est d'ordre psycho. Je parle sous le contrôle du docteur. Mais ces choses-là aussi, il faut les ajouter comme étant des risques importants, surtout si on démarre très tôt son activité. Donc, il y a toutes ces violences basées sur le genre, on va dire, qui peuvent avoir des répercussions qui ne sont pas visibles, mais qui sont dans la tête de la personne, qui peut même avoir des logiques post-traumatiques, comme on dit, ne plus dormir, ne plus se supporter, se trouver dégoûté, parce que, bon, 10 hommes
je mets quiconque au défi de dire que c'est avec le sourire qu'elles y vont. Mais je pense que c'est pour la nécessité. Donc, l'État serait proxénète, peut-être, c'est un qualificatif, mais l'État fait des choix. C'est à l'État de choisir quel genre d'État il veut être. Hein. Maître parlait effectivement de la volonté politique. Mais je crois que justement, de nous tous, les religieux, les intellectuels, l'État a aussi sa propre responsabilité et que lui seul devra assumer, que nous ne viendrons pas assumer pour lui parce que nous jugerons que les attentes ont été ou pas du tout satisfaites. Qu'il y a un pan, un groupe d'individus qui ne sont pas du tout pris en charge, ni par l'État pour leur donner le choix de faire un autre métier, ni par la société pour les aider. Donc, je crois que oui, face à la question du proxénétisme étatique, c'est une formule, mais je crois que, comme je disais, on peut peut-être considérer que c'est un mal nécessaire parce que de toute manière, il existe dans de multiples formes. Et où on décide, je me permets de le rappeler, une politique publique peut consister aussi à ne rien faire. Mais dans ce cas, on l'assume. On dit, nous on a dit, on ne fera rien, on laisse couler et c'est aussi une approche. Mais le débat est posé. Voilà, alors Maître Ewi, prenez plus besoin de démontrer à quel point le phénomène a pris de l'ampleur et la question s'adresse à tous les invités sur ce plateau. Aujourd'hui, le phénomène est là. Faut-il réglementer ou pas? Ou alors revoir les textes qui datent de 63? Je pense fondamentalement qu'on ne devrait pas réglementer la prostitution. Cela signifie donc qu'on accepte la prostitution comme un métier, même si on dit que c'est le plus vieux métier du monde. Nous ne pouvons pas faire comme dans les autres pays. Nous sommes un petit pays, nous avons à peine 1 500 000 habitants. Et je pense que les pouvoirs publics peuvent fondamentalement faire appliquer la loi. Il faut d'abord voir si la loi a échoué, si les textes ont échoué, si l'éducation a échoué, si l'État s'est véritablement penché sur la question. Parce que le rôle de l'État est éminemment important dans ce genre de fléau. Il existe des textes qui réprimandent la prostitution, qui réprimandent ou répriment, pour être plus précise, le proxénétisme. Donc, au pouvoir public de faire appliquer la loi. Si on pense que la loi ne peut pas être appliquée parce qu'ils ont changé de politique, à ce moment-là, on pourra réglementer. Mais il faut d'abord essayer. Parce que lorsque vous regardez les rôles du tribunal, nous ne voyons absolument presque jamais sur les rôles le racolage, la débauche, le proxénétisme ou que sais-je encore. De temps en temps et très rarement, on parle d'outrage public à la pudeur. Les dernières affaires remontent à 5 ans de mémoire. Donc, la prostitution n'est peut-être pas la priorité des pouvoirs publics. Il faudrait qu'ils prennent le problème à bras-le-corps. Et pour qu'ils prennent le problème à bras-le-corps en dehors de la loi, il faut aussi prévenir. La politique de prévention. Donc, éduquer les enfants. Donc, déjà, à la maison, il faut pouvoir les éduquer. À l'école, donc, éduquer également les enfants. Et puis, les pouvoirs publics doivent pouvoir apporter une aide aux familles défavorisées. Parce que la plupart du temps, les prostituées sont des personnes vulnérables socialement. Ce n'est pas la même chose qu'une femme qui décide d'avoir 2 ou 3 copains attitrés et se fait payer ses rapports sexuels. Ce n'est pas du tout la même chose. Or, lorsque vous regardez de manière générale, les filles qui se livrent à la prostitution sont des filles de familles défavorisées qui essayent soit de s'accrocher parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour payer leurs études, soit parce que leurs parents sont pauvres et qu'il n'y a pas, l'État ne les aide pas. Donc je pense qu'avant de vouloir réglementer la prostitution, il faut d'abord essayer de la guérir, prévenir
Et dans la prévention, réprimer celles qui se livrent à la prostitution, parce que bon, moi je parle de celles parce que le phénomène de prostitution masculin, je ne le connais pas très bien, mais je crois qu'il n'est pas encore très récurrent, répandu dans notre pays. Alors, docteur, assez rapidement, parce que nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Effectivement, dommage que nous n'avons pas seulement le temps. J'aurais bien voulu, je vais rapidement donner mon point de vue. Effectivement, je pense que nous ne devons pas prendre tout ce qui vient d'ailleurs. Nous avons notre identité culturelle, nous sommes le Gabon. Je le dis encore une fois, quand nous regardons des pays développés, nos pays de référence, aucun pays ne s'est développé sur la base de la prostitution. Nous devons travailler. Nous ne devons pas prendre tout ce qui vient ailleurs, nous devons l'analyser et nous devons l'adapter à notre contexte culturel, notre contexte au Gabon. Je pense qu'il faut appliquer la loi, comme l'a dit Maître, de 1960-1973. On ne peut pas légaliser cela. On ne peut pas légaliser cela parce que c'est grave. C'est aller vers la perdition. Nous avons toute cette énergie qui est perdue, je dis bien, toute cette énergie qui est perdue, si on la canalise, si ces jeunes filles, effectivement, qui sont les étudiants, il y en a qui ont d'autres activités, si elles se mettent à travailler, il n'y a pas de sous-métier. Moi je vois au CHUL des handicapés, des infirmes qui travaillent, qui ont des tricycles et qui vendent les unités. Mais c'est ça la valeur du travail. Alors, une jeune fille qui est belle, qui est brune, qui est belle, alors elle peut travailler, elle peut faire un travail, elle peut bosser dur. Nous qui sommes sur ce plateau, nous avons travaillé notre vie. C'est vrai qu'il y a la pauvreté. Et là, je reviens à ce qui vient de dire le maître. Chacun a sa part de responsabilité. Il y a d'abord les personnes qui se livrent. Et d'abord, je suis d'accord avec le docteur Mizé qui a dit qu'il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Dommage, nous n'avons pas assez de temps. Il y a la personne qui fait la prostitution, qui doit effectivement prendre conscience. Il y a les familles. Il y a les familles qui doivent jouer leur rôle. J'interpelle donc les parents qui doivent bien éduquer leurs enfants. Et voilà pourquoi les parents doivent aussi travailler pour éviter que les enfants ne grandissent dans la période. Il y a également l'État. Et là, je dis que l'État, contrairement à ce que peut-être les hommes politiques, le politique, c'est pas seulement de chercher à légaliser. Il faut aider. Il faut d'abord d'abord faire une étude pour voir quels sont les critères, les facteurs qui entrent en ligne de compte pour que ces filles aillent se prostituer. Et il faut intervenir pour les faire sortir de là. Donc il faut mettre les moyens pour la réinsertion. Donc il faut les aider. Donc en les aidant, à chaque niveau, il y a des psychologues. Donc il faut qu'elles soient suivies sur le plan sanitaire. Il y a des psychologues, il y a des hommes d'église. Ce qu'il a dit, c'est très important. À chaque niveau, donc il ne faut pas les stigmatiser comme nous sommes en train de débattre pour essayer de les aider. Et tout en sanctionnant ceux-là qui ne peuvent pas comprendre. Donc il faut chercher à les sortir de là en les aidant sur le plan social, sur le plan sanitaire. Il faut les aider. Et sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Parce que c'est très important pour qu'elles sortent de là. Et donc il ne faut pas légaliser. Elles peuvent sortir de là si nous tous nous mettons des efforts, des énergies toutes les années pour qu'elles sortent de là. Alors, pasteur, assez rapidement. Oui, Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde ici, ce n'est pas la terre, le monde, c'est le cosmos. Cosmos, c'est système de gouvernance. Dieu a tant aimé le système de gouvernance qu'il donne son Fils. Parce que son Fils, Jésus, incarne le véritable gouvernement. 7 milliards d'êtres humains sur la terre ont le même besoin, monsieur Ndon Pascal. Quel est ce besoin? Assez rapide. Avoir un gouvernement qui répond à toutes vos questions. Et rassurez-vous, l'État gabonais ne peut pas répondre à toutes vos questions. Mais il y a un gouvernement qui a des ressources illimitées. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, la joie, la paix que les gens peuvent rechercher dans la prostitution, dans le sexe, tout Jésus-Christ peut nous produire une véritable joie, une véritable paix et des ressources pour nous permettre d'être équilibrés. Docteur Minzé, vous avez 1 minute, pas plus, pour conclure. Il y a plusieurs statuts que les États ont vis-à-vis du système prostitutionnel. La réglementation n'en est qu'une. Il faut déjà qu'on soit fixé si le Gabon est prohibitionniste ou abolitionniste, puisque vraisemblablement il existe dans le code
hein, un certain nombre de dispositions, ce qui nous laisse penser quand même que ce n'est pas non plus l'omerta complet qu'on peut imaginer. Donc, il y a 3 postures et l'intérêt, c'est déjà qu'on comprenne très bien la nécessité d'un débat. Et je vous remercie de donner cette occasion parce que les spécialistes sauront dire, nous choisissons ou d'interdire, ou d'abolir, ou de réglementer à partir de ce moment-là. Néanmoins, c'est mon point de vue, si nous en arrivons à la réglementation, eh bien, il va falloir faire beaucoup d'efforts parce que nos schèmes culturels et traditionnels, la conception de la femme, par exemple dans les tribus du Nord, comme étant un bien meuble, sont tout à fait aux antipodes de la logique des droits humains. Donc, il y a beaucoup d'efforts, il va falloir faire preuve d'une élasticité incroyable pour nos législateurs, déjà, qui ont ces schèmes de réflexion culturelle. Il faut beaucoup travailler sur les représentations. Il faut comprendre qu'à un moment donné, les rapports extra-conjugaux, qui étaient une des raisons d'interdire qu'on aille aux putes, si vous me permettez l'expression, dans les autres pays, bah, nous ici on a la polygamie, donc entre le moment où la deuxième épouse devient épouse, il y a à un moment donné des rapports extra et on trouve ça dans notre milieu culturel normaux. Donc il va falloir qu'avec tout ça, on fasse le point nous-mêmes et l'État avec nous. Voilà, le débat est passionnant, mais malheureusement, nous avons des contraintes de temps. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette enquête de Gabon 24 sur la prostitution. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur notre chaîne. L'information, c'est en continu.